Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec le bulletin météorologique de ce jour. L'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, l'a annoncé hier et des activités pluvio-orageuses sont enregistrées dans les régions sud et centre dans la journée. Le ciel a donc ouvert ses vannes ce matin sur plusieurs localités du pays, notamment à Dakar, Saint-Louis et Kaolack. De fortes précipitations avec une pluviométrie variant entre 47 et 75 mm. Suivant les explications de Pape Ngorindiaï, il est ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, joint au téléphone par Elhadj Malick Cissé. Depuis pratiquement une semaine, nous attendions des pluies sur une bonne partie du pays durant ce week-end. Et ces pluies se sont manifestées hier nuit, donc le samedi nuit, au niveau des localités est du pays, entre Kédougou, Tamba et vers Matam. Tardivement la nuit d'hier, ces pluies ont évolué vers l'ouest en donnant des quantités assez importantes au centre et sud-ouest du pays. Donc au centre d'ailleurs, au niveau de Koloban à Fatick, 53 mm a été enregistré au niveau de Koloban, 73 mm à Kaolack, dans la ville de Kaolack. Donc des quantités un peu plus ou moins importantes au niveau des localités centre et sud-ouest du pays. Donc ce matin, les pluies sont arrivées vers le littoral. Donc Dakar, Thiès et Mbour ont enregistré pratiquement leur première pluie de la saison pluvieuse de cette année. Donc vers entre 11h et midi. Donc pour la journée d'aujourd'hui, les activités pluvieuses vont persister de façon intermittente sur pratiquement l'ensemble du territoire sénégalais, notamment au niveau du littoral, entre la Casamance, le centre du pays, la petite côte allant vers Dakar, Thiès et un peu vers Louga. Donc les pluies qui seront intermittentes pour la journée d'aujourd'hui, pratiquement jusqu'à la nuit. Demain dans la matinée, c'est des pluies qui vont persister un peu vers le littoral, notamment sur Cap Skirring, allant vers la Petite Côte et Dakar. À partir de demain après-midi et la journée du mardi, c'est un temps qui sera stable sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, à l'exception des localités sud, où les pluies vont persister. Et qui parle d'hivernage au Sénégal pense aux inondations hier à Rufisque dans le cadre de la journée d'investissement humain. C'est l'accent avait donc été mis sur le curage des canaux d'évacuation pour prévenir justement les inondations. Et sur place, 2 ministres ont entendu et écouté les plaidoyers des résidents pour que Rufisque ait son plan d'assainissement, suivant les précisions avec Babacar Seck. Cette deuxième journée de nettoiement a été consacrée aux principaux canaux à ciel ouvert qui sont en chantier depuis plus de 10 ans. Et si ce canal n'est pas curé, toute cette zone sera inondée. Mais ce que nous avons constaté, c'est que pratiquement depuis 10 ans, les travaux à ce niveau sont à l'arrêt. On ne voit plus l'entreprise. Vers Ndépé, ce canal aussi, les travaux sont à l'arrêt depuis 10 ans. Donc là, c'est le moment, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à l'État du Sénégal pour que cette situation soit revue. Présent à Rufisque, le ministre de l'Éducation nationale a insisté sur les comportements nouveaux à avoir. Il s'agit en réalité de travailler sur les mentalités, sur les comportements. Et nous avons engagé les IA, nous avons engagé les élèves, nous avons engagé tous les acteurs de l'éducation à accompagner ce mouvement, cet élan. Nous parlons de société éducative, mais ici nous parlons plutôt de société en fait de la propriété. De société de l'assainissement. Et cette mentalité-là a été développée au niveau de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, quant à lui, espère un plan spécial d'assainissement pour Rufisque. J'espère qu'avec le régime actuel qui comprend les enjeux, Rufisque pourra avoir son plan spécial. Non pas parce que je suis rufisquois, mais parce que la spécificité de la ville fait qu'on doit la prendre en charge du point de vue de l'assainissement. Sinon, toutes les retombées négatives sur les questions d'hygiène et de santé ne vont pas seulement être circonscrites à Rufisque, mais cela va s'étendre un peu partout. Les nettoiements se sont déroulés en simultané dans tous les arrondissements du département. Politique à présent, 100 jours au pouvoir, Zahra Iyane Thiam évalue le nouveau régime pour l'ancienne directrice de l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Le duo Diomaye-Ousmane Sonko ne fait que poursuivre le plan Sénégal émergent depuis son élection, programme qui, rappelons-le,
Un programme donc qu'ils ont donc hérité, oui, du régime de Macky Sall. Pour elle, Zahra Iyane Thiam. Donc, ils sont juste rattrapés par la réalité du pouvoir. Zahra Iyane Thiam était justement l'invitée du jury du dimanche. Elle répondait ainsi aux questions de Hassan Gueye. Le président de la République est rattrapé par la réalité du pouvoir. Parce que quand on est en dehors du pouvoir, l'on peut avoir toutes les ambitions. Même pour aller sur la planète Mars, il n'y a pas de problème. C'est une ambition, c'est très bien. Mais une fois qu'on est dans la réalité de la chose, on voit les possibilités. Et c'est pourquoi moi, je ne dirais pas que ces 100 jours, ils n'ont rien fait. Je ne dirais pas qu'ils déçoivent, parce que j'ai été aux affaires. Et en étant aux affaires, je me dois d'être la plus objective possible. C'est la loyauté envers le peuple. Et je dis qu'ils sont confrontés à la réalité du pouvoir, aux difficultés de l'arbitrage, et ils se rendent compte que les choses ne sont en réalité pas aussi faciles qu'on pense. Quand vous venez, vous dites, je fais l'appel à candidature pour les postes, je pense que là, ils ont complètement renoncé à cela. Et qu'ils doivent avoir également l'humilité, pas l'honnêteté, mais qu'ils doivent avoir l'humilité de dire aux populations, nous avions pris cet engagement-là, mais l'on se rend compte que c'est quasiment impossible. En tout cas, pour le moment. Ils avaient parlé de réduction du coût de la vie, en faisant fi de certains facteurs exogènes qu'on a tout le temps indiqués. Mais à la lumière des choses, on se rend compte que même si par ailleurs on peut jouer sur les prix, ça ne donne pas l'effet escompté. Et sur les propos du Premier ministre qui pourrait tenir sa déclaration de politique générale devant une assemblée populaire, Zahra Iyane Thiam pense que cette position démontre simplement l'inexpérience de Ousmane Sonko dans la gestion des affaires publiques devant le jury du dimanche. Elle marque aussi son opposition contre toute tentative de dissoudre l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Zahra Iyane Thiam pense que le dialogue politique s'impose à l'heure actuelle. Elle nous parle justement des raisons qui le justifient. Déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, quand il dit que si vous ne mettez pas à jour votre règlement intérieur, eh bien je me choisis une assemblée. Je le mets sur le compte de l'inexpérience étatique, pas politique, de l'inexpérience étatique, et quelque part même d'une inexpérience politique. Parce que vous ne pouvez pas avoir meilleure assemblée qui peut crédibiliser votre position politique. Il n'est pas donné à chaque homme politique d'avoir une telle assemblée pour venir faire sa déclaration de politique générale et montrer aux populations que vous avez confiance en soi. Et ensuite, pourquoi ouvrir les hostilités? Avez-vous une fois entendu les députés de l'Assemblée nationale vous dire que si jamais le Premier ministre vient, on va lui faire une motion de censure avant la crise? Ils l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais dit. Au contraire, mais ils pourraient le faire, ils ont dit, ils pourraient le faire. Ça, c'est la loi. La loi vous permet de faire plusieurs choses. La loi vous permet de dissoudre l'Assemblée. Pourquoi le président ne dissout pas l'Assemblée? Parce qu'il y a des conditions. Donc, c'est cela. Quand vous bénéficiez d'un suffrage populaire, mais acceptez aux autres le bénéfice de leur suffrage populaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je disais au président Diomaye qu'il devait appeler à un dialogue politique. Parce qu'en réalité, les différentes sensibilités qu'il y a au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas les députés qui vont vous régler ça. C'est les états-majors politiques qui trouvent des consensus pour régler des solutions. Et je pense que le Premier ministre l'a très bien compris. C'est pourquoi il est à Saint-Louis. Moi, je pense que Saint-Louis, ce n'est pas pour nettoyer. Je pense que Saint-Louis, c'est le début du dialogue politique. Éducation à présent, vous le savez sans doute, le début des épreuves de l'examen du brevet de fin d'études moyennes, initialement prévu le 18 juillet, a été décalé au 22 juillet prochain. Pour les candidats, ce report de 4 jours accroît davantage le stress qu'ils disent subir. Un report inopportun et surtout impertinent à leurs yeux. Ils se sont justement confiés à Khadija Ndadjouf dans ce reportage. Ces candidats au BFM ne semblent pas être enchantés par ce report. Ils étaient venus réviser au lycée Kennedy. Parmi elles, Aram, qui pense que ce report ne fera qu'augmenter la pression chez les candidats.
On pouvait vraiment ne pas reporter nos examens de BFM. Ce report ne fait qu'augmenter la pression, surtout que nous étions prêts pour le 18. Sa camarade, qui préfère garder l'anonymat, est du même avis. Pour une date d'examen qui passe du 18 au 22, cette dernière ne trouve pas la pertinence. Ça augmente le stress. Mais bon, la différence, elle n'est pas trop flagrante parce que entre le 18 et le 22, c'est quelques jours. Ce qui arrangerait, c'est le 18, puisque on le fait après, c'est fini. Oui, c'est mieux. Ces candidats ignorent toujours les motifs de ce report. Nous passons tout notre temps à réviser, parfois jusqu'à l'aube. Avec ce report, nous serons obligés de continuer à ce rythme. De plus, nous ne savons toujours pas pourquoi l'examen a été repoussé. Si c'est à cause de la Tamkharit, cela ne nous dérangeait pas de passer nos épreuves quand même. L'examen du brevet de fin d'études moyennes, précédemment prévu le 18 juillet, est reporté jusqu'au 22 juillet, une décision qui ne semble pas plaire à certains candidats qui étaient prêts à passer leurs épreuves à la date initiale. Et puis les professeurs de mathématiques s'érigent en bouclier contre leurs collègues et président de jury à Kaolack, qui a donc expulsé des candidats au bac pour détention de téléphones portables. L'association des professeurs de mathématiques du Sénégal, qui considère Dr Ahmed Ndiaye comme une référence dans son domaine, invite ainsi les autorités académiques à assurer sa sécurité. Voici Tamsir Bahoum, syndicaliste et président de l'Apromat au téléphone avec Cheikh Diop. Nous devons dire pour la vérité. Le frère, le collègue Dr Ahmed Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, président du jury 1506, après avoir constaté que les élèves ont violemment, en tout cas branlé ce qu'on appelle les interdictions de l'office du bac en amenant des téléphones portables dans le centre, ce qui est clairement interdit par les textes de l'office du bac. Le président du jury a pris en tout cas l'initiative, la responsabilité de les exclure conformément en tout cas à ce qui a été prescrit et ce qui a été dit par les autorités. Après cela, nous avons vu que des personnes de mauvaise augure sont sorties pour vouloir jeter l'opprobre en tout cas sur cet honnête président du jury qui est un modèle pour nous, qui est une personne responsable que nous avons connue, qui fait des travaux extraordinaires, qui est d'une rigueur scientifique avérée, mais malheureusement que des gens qui n'acceptent pas véritablement de se conformer en tout cas à ce qu'on appelle véritablement les règles établies et veulent véritablement nuire à la personnalité de ce collègue. Et donc nous avons dit en tant qu'association dans laquelle véritablement le collègue est membre d'honneur que nous allons nous ranger derrière lui. Et c'est la raison pour laquelle l'association des professeurs de mathématiques félicite le collègue Dr Ahmed Ndiaye et l'accompagnera et demande aussi à l'office du bac de continuer à veiller sur la protection de ce président du jury jusqu'à ce qu'il puisse retourner à l'université. L'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, s'adapte aux évolutions et forme ses étudiants dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la géomatique. Mieux, les responsables du Temple du Savoir ont organisé un salon pour exposer aux étudiants les opportunités que ces domaines peuvent leur offrir dans un monde plus moderne. Les explications avec Sékou Diatta. L'importance de la géomatique et l'intelligence artificielle n'est plus à démontrer au Sénégal. L'intelligence artificielle, mais également la géomatique, sont des disciplines qui sont très importantes pour l'économie, mais également pour la société. L'université doit continuer à jouer son rôle, non seulement dans la formation, dans la recherche, mais également dans le service à la communauté. L'université du Sine Saloum forme des jeunes pour montrer toutes les applications qu'on fait de la géomatique et de l'intelligence artificielle. Elle a organisé un salon sur des thématiques diverses. Ils sont formés déjà sur ça. Ici, on a une licence et un master en géomatique et qui font sur de l'IA. C'est la raison pour laquelle nous sommes la structure la mieux placée aujourd'hui pour faire un salon de cette thématique-là à Lucerne. C'est pour nous un moyen également de montrer à nos étudiants le savoir-faire et demain aussi ils vont montrer les applications qu'ils ont eu à développer pendant leur cursus. Une nécessité de soutenir l'USAIN dans le domaine de la géomatique et l'intelligence artificielle est sentie par les partenaires, car ces deux domaines technologiques sont incontournables dans l'usage des données satellitaires. Ce salon, qui est probablement le premier salon sur le continent africain traitant de ces deux dimensions, est une opportunité très très forte pour l'avenir des jeunes. Et il nous semblait tout à fait naturel de pouvoir donc soutenir, débattre, venir discuter de ces opportunités, des défis qu'ils sont à relever pendant 3 jours qui seront animés à la fois par des tables rondes,
des témoignages d'experts, mais aussi des démonstrations. On va dire un écosystème qui va porter haut la voix de la jeunesse sénégalaise et de l'avenir du développement économique du Sénégal par cette jeunesse. La géomatique est utilisée pour analyser et visualiser des données spatiales. Cela peut être très utile pour cartographier des terres agricoles, surveiller les changements environnementaux et planifier des pratiques agricoles durables. En compte rendu donc signé Sékou Diallo. Pendant ce temps, le patronat des ferrailleurs sénégalais veut une reconnaissance de ses efforts pour une économie plus résiliente. Face à la presse, ses membres ont aussi invité le gouvernement à une régulation plus stricte des licences accordées aux étrangers. Le corps des employeurs regroupant des sociétés sénégalaises de récupération, traitement de plomb, d'aluminium et de cuivre a par ailleurs salué l'entente qu'il dit avoir avec les industries métallurgiques locales, suivant les précisions d'Abdoulaye Kane. Ils nous ont dit un peu plus ça. C'est intéressant de dire qu'il est essentiel de reconnaître et de valoriser les contributions de Métalcel et les acteurs locaux par rapport au développement de l'industrie métallurgique sénégalaise. Ces critiques infondées ne doivent pas donc détourner l'attention des progrès significatifs réalisés grâce à cette collaboration exemplaire. Il serait très préférable à l'État vraiment d'abord de penser, de donner ces licences-là, d'octroyer ces licences-là pratiquement aux locaux, aux Sénégalais qui sont ici et qui travaillent pour le Sénégal. Et tous les bénéfices qui vont découler de ces activités-là vont rester encore au pays. C'est une des meilleures manières pratiquement de redynamiser encore pratiquement le secteur de la filière. Il doit d'abord arrêter donc, à octroyer ces licences-là aux étrangers et de se focaliser par rapport donc, au profit. Et puis après un atelier d'une semaine tenu à Saly sur la transition écologique, énergétique juste et la résilience climatique, Enda Energy et ses partenaires ont organisé une randonnée pédestre. L'objectif était de sensibiliser les populations sur les enjeux de cette question. Au-delà, ils veulent ainsi promouvoir les solutions locales et valoriser les bonnes pratiques de lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Muntaga Kane. Cette plage de Saly, qui a été sauvée des ravages de l'avancée de la mer, est bien placée pour cette randonnée écologique. Cette randonnée a été organisée en marge d'une semaine, la semaine climat-énergie que Enda Energy a organisée depuis le premier jour pour réfléchir avec les acteurs sur le climat. Donc pour nous, il était important, à la fin de cette semaine qui a été un peu fatidique, de terminer sur une randonnée pédestre écologique. Un moment pour nous de sensibiliser les populations sur le climat, mais aussi sur la salubrité. Donc voilà un peu le contexte de cette randonnée. On a été très satisfaits parce que dès le départ, on a vu une forte mobilisation organisée par le club des randonneurs de la Petite Côte. Nous avons vu les enfants, nous avons vu les personnes du troisième âge, donc on a vu tout le monde. Le recul de la mer est une preuve, s'il en faut, de l'importance de l'action positive de l'homme sur l'environnement. Cette plage où nous nous trouvons était envahie par la mer. C'est grâce à l'action de l'homme qu'elle a reculé sur des centaines de mètres. C'est la preuve qu'avec une bonne volonté, on peut tout réussir. Nous devons ainsi préserver ces acquis. L'enfant, c'est l'avenir, sachant que les enfants ont tendance ce qu'on leur apprend pour ensuite l'appliquer dans la vie de tous les jours. On a décidé de les impliquer dans cette activité. L'ensemble des clubs de randonneurs du département ont répondu présent à cette randonnée pédestre de sensibilisation sur le climat. Et dans le même chapitre, impacté par des unités industrielles polluantes, la commune de Bargny a reçu la société civile pour une journée de sensibilisation et de plaidoyer. L'ambition est d'encourager la prise en compte des questions environnementales par les industries minières et polluantes. Suivant les précisions de Serine Salihoussen, chargé de projet Endalid Afrique francophone. Le contexte de Bargny nous a inspiré parce que Bargny est une ville qui est stratégique, qui est, on peut dire, vulnérable par rapport à l'exploitation du pétrole qui se profile, mais bien avant ça, l'exploitation minière qui est là depuis avec Sococim. Donc les populations de Bargny doivent être éveillées sur les conséquences des exploitations pétrolières et minières
pour prendre les responsabilités vis-à-vis des promoteurs de ces projets-là et revendiquer ce qui leur revient de droit. Et le code, on ne voit pas un cadre beaucoup plus harmonieux que le cadre mondial de la Banque mondiale pour susciter cet éveil de conscience-là. Parce que la transparence commence par l'exigence de ce qui doit être fait. Et quand on ne connaît pas ce qui doit être fait, on ne peut pas l'exiger. Et qu'on a ciblé d'autres zones qui sont aussi impactées que Bargny, à savoir les zones de Saint-Louis, Moro, de Kédougou et de Fatick particulièrement. Par rapport à la communauté, nous demandons à ce que, comme le maire l'a dit tout à l'heure, à ce que les textes soient respectés. Parce qu'on ne manque pas de textes, on légifère tout le temps, mais c'est l'applicabilité qui pose problème. L'applicabilité doit être exigée par les citoyens. Et quand les citoyens seront édifiés sur ce que disent les normes, parce que les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale sont appliquées dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale, alors qu'on sait que l'État du Sénégal collabore souvent avec la Banque mondiale. À Kaolack, le cadre de concertation, de coordination et d'action de plaidoyer de la société civile 3CAP s'engage dans la lutte contre le paludisme. Au-delà des stratégies préconisées, les membres du 3CAP ont ravitaillé, les élus locaux de la région en armes des moustiquaires notamment. De leur côté, les collectivités locales s'engagent à renforcer les dispositifs médicaux pour l'élimination de la maladie. Docteur Karim Diop, secrétaire général du 3CAP Santé, nous en dit un peu plus ça. Ici justement pour échanger sur la prévention et la prise en charge du paludisme. Vous le savez assez bien, le paludisme sévit dans un cadre endémique, mais plus particulièrement durant l'hivernage, dans certaines zones du Sénégal et plus particulièrement ici à Kaolack. Et l'objectif justement était de voir avec les collectivités locales comment renforcer leur intervention, leur implication pour pouvoir justement améliorer la santé des populations. On a vu l'exemple de la mairie de Kaolack également qui propose des stratégies qui visent le drainage et en tout cas l'élimination des poches d'eau. Mais on a constaté également qu'il y a d'autres défis qui se posent, puisque en réalité, on a constaté que le paludisme est un problème qui doit être pris dans un cadre multisectoriel, à travers notamment d'autres interventions, notamment l'hygiène. On a vu également qu'il y a des maisons abandonnées, et donc l'urbanisme doit également intervenir, parce qu'il y a des poches d'eau qui restent à l'état endémique, même en dehors de la période d'inondation. On a vu également de beaux exemples, notamment à Sibassor, où toute la communauté est engagée, une formidable mobilisation communautaire qui vise notamment à rendre propres, n'est-ce pas, les différents espaces, avec une implication des religieux, des imams, qui sont impliqués dans le cadre de la prêche. Avant de clore cette édition, parlons des législatives en France. Les électeurs ont fini de voter pour le second tour des élections anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron. Les premiers résultats placent le nouveau Front populaire en tête devant la majorité présidentielle Ensemble et le Rassemblement national. Le Front populaire a entre 180 et 215 députés. Elle ne dispose cependant pas de la majorité absolue et est talonnée par le camp présidentiel Ensemble avec entre 150 et 170 députés. Le Rassemblement national, avec à sa tête Jordan Bardella, arrive en troisième position avec entre 120 et 150 députés. La première conséquence de ces résultats est la démission annoncée du Premier ministre Gabriel Attal dans la cour de l'hôtel de Matignon. Déclare qu'il va la remettre demain lundi au président de la République. Et puis toujours sur ces résultats, le taux de participation est estimé à 67,1%. Si ce confirme, il s'agirait là du plus haut taux de participation depuis 1997 qui avait consacré la victoire de la gauche plurielle. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs.